Bonjour et bienvenue pour le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors que 52,2% des startups se disent admissibles à au moins un des 4 différents programmes du gouvernement du Québec, plus de 60% des startups ne sont pas en mesure malheureusement de démontrer une baisse de revenus par rapport à leurs résultats de l'année dernière. Les entreprises doivent donc faire preuve d'imagination pour s'en sortir. Pour faire face à cette épreuve, les entrepreneurs doivent relever de nombreux défis. En effet, cette semaine, Intersection X aborde le sujet de la technologie au service des familles et des enfants pour surmonter la crise du Covid-19. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour commencer cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Lopez de MySmartJourney. Isabelle est fondatrice et PDG de MySmartJourney, une entreprise spécialisée en interactivité multimédia dans les lieux publics et sur les objets physiques. Devant la suspension des activités touristiques et culturelles, l'entreprise a utilisé ses plus grandes forces, à savoir utiliser les technologies pour créer de la joie et découvrir de nouvelles choses. Mené en une semaine, un projet destiné aux familles confinées a été développé, packagé et distribué. Elle nous partagera également son expérience et ses avis d'entrepreneur. Bonjour Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Émilie. Isabelle, déjà, bienvenue dans Intersection X. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est la technologie au service des familles et des enfants pour surmonter la crise, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement MySmartJourney et la technologie que vous utilisez? Absolument. Avant ça, Émilie, je voulais te dire, moi, je me vois en écran vert. Est-ce que vous me voyez? Nous, on te voit très bien. Il n'y a pas de problème. Écoutez, si jamais je me descends, vous me le direz. Donc, je présente Isabelle Lopez. Ce qu'on fait, c'est, chez MySmartJourney, c'est qu'on fait de l'interactivité physique. Donc, on vend, par exemple, à des musées ou encore des organisations touristiques un produit qui leur permet de déployer dans les lieux des contenus, que ce soit de la signalisation, des informations, des jeux, des parcours dans leur lieu physique. Donc, les gens utilisent leur propre téléphone cellulaire. Il va y avoir, par exemple, des petites affiches, il va y avoir un code QR, un NFC ou encore un petit lien. Et les gens vont utiliser leur cellulaire pour pouvoir scanner puis accéder à de l'information dans leur propre cellulaire. Donc, plus de gestion d'équipement ou quoi que ce soit. D'un point de vue de technologie, la technologie qui est derrière, est-ce que c'est une technologie, est-ce qu'on est vraiment genre en high-tech, est-ce qu'on est plus en low-tech, est-ce que c'est quelque chose plutôt simplifié pour les clients? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Nous autres, on utilise des technologies qui existaient déjà. C'est vraiment plus l'assemblage qu'on a fait qui fait que c'est spécial. Par exemple, le NFC dont j'ai parlé, c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre téléphone, c'est ce qui vous sert à faire le paiement sans contact, mais on le réutilise pour pouvoir générer de l'interactivité. Donc, ce que nous, on s'est assuré, c'est que n'importe quelle personne qui veut déployer un parcours n'a pas avoir aucune courbe d'apprentissage pour pouvoir le faire. Donc, souvent dans les organisations, quand tu vas installer une nouvelle techno ou déployer quelque chose, il y a soit une courbe d'apprentissage, soit carrément tu vas déléguer tu vas déléguer ça finalement à un fournisseur duquel tu vas devenir dépendant. Nous autres, on n'a aucun point d'apprentissage à faire. OK. On recevait dernièrement Martin Lossard du MT-Lab, que tu connais parce que tu fais partie des alumni justement des entreprises incubées au MT-Lab. Il nous adressait un portrait de l'impact de la crise sur les startups. Justement, j'aimerais voir ce point avec toi. Quel impact cette situation a eu sur ton entreprise qui œuvre, comme tu le disais, en plus dans un des secteurs qui est le plus sévèrement touché avec le tourisme, la culture, etc. Comment... En tant qu'entreprise, vous avez ressenti ça? Comment vous vous êtes reviré de bord, réorganisé peut-être? Comment tu ressens ça par rapport au secteur dans lequel tu œuvres, on va dire, plus habituellement? Ben, en fait, on est en techno. Alors, on est en techno touristique et culturel. Donc, nous autres, on déploie dans les lieux publics, dans des événements ou des choses comme ça. Donc, c'est certain que ça n'existe plus présentement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, mais pour l'instant, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce que ça a fait comme effet sur le milieu? Ben, je pense que tout le monde a juste été complètement estomaqué, puis on fait... je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Dans notre cas, à nous autres, il est arrivé plusieurs phases, mais entre autres, on avait toutes sortes de projets qu'on avait eu dans la tête depuis longtemps où on voulait faire des expériences plutôt pour la maison. Puis, on n'y a pas pensé sur le coup, mais quand j'ai vu mes enfants commencer à jouer avec des jeux que je leur avais créés pour le plaisir avec eux autres, je les ai vus ressortir les jeux, ça nous a donné une idée. Donc, on a créé un jeu de salon pour les familles confinées. C'est comme une porte sur le monde où les enfants vont cacher... ça va ressembler à ça. Donc, c'est zéro déchet, ça prend peu d'espace. Quand tu l'ouvres, il y a des petits personnages, ils sont tous différents. Et puis, ils se cachent. Donc, on les cache dans la maison.
Les enfants, quand ils le retrouvent, à l'arrière, il y a un code QR et ils vont scanner, puis à chaque fois, ils vont avoir une information différente. Puis tous les personnages ont une personnalité complètement distincte, comme par exemple, le rouge, lui, est plus sportif, le bleu, lui, il va préférer la science, et ainsi de suite. Et on va avoir des contenus de découverte parce que là, à un moment donné, les 4 murs du salon, il faut les réinventer. Donc, ils vont se pencher pour trouver, se lever, tout ça. Et ils vont accéder à ces contenus-là. Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite pour à quelque part, se canaliser là, sur le coup, là, quand tout était comme bloqué, là, puis personne bougeait. Ben, nous autres, on a comme, c'est comme faire un gros hackathon interne là, de l'équipe, là. Donc, on a fait ça. Puis après ça aussi, on a commencé à se reposer la question, bon, comment ça fonctionne, en quoi notre système va pouvoir servir à la relance. Et puis, on a trouvé toutes sortes d'avenues par rapport à notre système, dont, entre autres, le fait qu'il est sans contact. Quelque chose qui est quand même intéressant. Donc, on peut venir remplacer toutes les communications papier, tout ce qui est distribué, tout ce qui serait donné en personne, donc remplacer les guides ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu à ça que ça nous a permis de faire. L'espèce de stop nous a permis un peu de s'amuser à l'interne puis d'apprendre des choses par rapport aussi à ce qu'on était capable de déployer. On a déployé ça quand même, notre petit jeu niaiseux. On l'a déployé en une semaine et puis il s'est vendu instantanément le jour où on a commencé à le sortir. Et puis, puis aussi, ben, on utilise le temps pour pouvoir se pencher sur vraiment refaire. Tu sais, quand on est une start-up, on a toujours de la dette, soit technique ou de la dette communicationnelle. On n'a pas updaté nos pitchs depuis longtemps. Ben, ça nous permet de mettre ça à jour. Puis, on a quelques projets aussi qu'on ne peut pas communiquer maintenant, mais qui ont continué. On a quand même signé. Donc, on a quelques projets qui ont eu lieu entre-temps, là, sur lesquels on travaille aussi, là, qui vont servir à la reprise. Puis même qui pourrait servir en extérieur, qui serait carrément déployé dans des places publiques, donc pas besoin de rentrer nulle part, ça reste sanitaire. Donc, on a des projets là, qui s'en viennent là, pour l'été. Donc, on voit beaucoup de dynamisme dans et ta personnalité et ta manière justement de driver ton entreprise. Est-ce que, parce que là, vous avez développé ça en 5 jours, donc vous avez réagi d'un seul coup, là. Est-ce qu'il y a quand même eu un impact où on se dit, OK, Fudge, comment on se réorganise là? Qu'est-ce qui ça a duré une journée, là. On a pris une bonne journée pour être déprimé, puis après ça, ben, il fallait passer à autre chose. Là. Fait que, on peut pas changer l'état des choses, là. Puis, on a dans notre on a une belle culture, on commence à avoir de plus en plus d'employés, puis on commence à avoir une belle culture où quand il y a un problème, c'est juste une occasion de s'amuser à le résoudre. Fait que on a vraiment pris ça plus comme un jeu. Okay. Depuis maintenant 6 semaines déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine, du coup, habitude qui s'est mise en place avec cette nouvelle réalité-là? Je sais que le siège social est à Québec, tu es quand même assez régulièrement à Montréal, donc il y a quand même ce côté déjà de travail à distance qui était déjà mis en place, il me semble, dans votre équipe. Mais est-ce que cette crise-là a eu comme impact de mettre en place des choses nouvelles que vous connaissiez pas, auxquelles vous avez dû vous adapter? Bon, ben, premièrement, notre siège social est à Montréal. On est même un récipiendaire Montréalien. Moi, je suis originaire de Québec, mais l'équipe, vois-tu, l'équipe est partout au Québec. Fait qu'on a toujours travaillé à distance. Alors, pour nous autres, au niveau de notre capacité de travailler ensemble, ça change pratiquement rien. Je dis pratiquement parce que être ensemble, ça a des intangibles qui sont impossibles à reproduire autrement. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que la co-création qui se fait physiquement en se regardant avec tout le non-verbal, l'intégration de tout le corps, c'est quelque chose qui se remplace pas. Mais pour nous, il y a eu peu d'adaptation. Ensuite, on a toujours travaillé avec beaucoup de gens externes, puis on travaille aussi avec des organisations touristiques qui sont aux 4 coins du Québec ou même en France. Alors, de travailler à distance, nos processus étaient déjà créés pour ça. OK. Alors, justement, là, ce que tu es en train de me dire m'invite à te poser une autre question. Tu parles justement de certains de vos clients qui peuvent être en France. Comment tu vois ce côté internationalisation avec la situation actuelle? Est-ce que c'est des réflexions justement que toi, tu as eues en tant que CEO, à voir qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde dans le moyen terme? Comment tu vois ce point-là d'un point de vue international?
C'est sûr que nous autres, dans nos plans, puis d'ailleurs, s'il y a des Français qui nous écoutent, on a le plan de développer une demi-douzaine de distributeurs pour couvrir la France. OK? Donc, ça, ces plans-là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu repoussés dans la logique où on veut se rendre en personne, prendre du temps ensemble, bâtir la relation en présentiel. Donc, ça repousse. Mais je vais te dire, Émilie, dans tous les cas, l'internationalisation, ça dépend de ton projet, là, ça dépend de ton public cible, puis des fois, tu n'as pas le choix. Mais l'internationalisation, c'est quelque chose, quand tu as déjà un marché quelque part, si tu n'as pas bien structuré tes processus, si tu n'as pas bien adapté tout de suite ta façon de travailler, dès que tu commences à aller ailleurs, tu ouvres la porte à une désorganisation d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti quand on a eu nos premiers clients en France, puis nous autres, on avait décidé de repousser ça à septembre. Fait que là, avec la situation, probablement, ça risque d'être repoussé en janvier ou en février, mais notre intention ne change pas. Parce qu'après tout, tu sais, c'est comme si tu marques pause, puis après ça, tu repars où ce que tu étais. Si ta techno est toujours viable, c'est toujours pertinente, ou encore si elle est encore ta façon d'être utilisée est toujours c'est adapté correctement. Dans notre cas, à nous, on va miser davantage sur l'aspect sans contact finalement de notre technologie qui permet de ne pas avoir aucun audio guide, pas de nettoyage à faire ou quoi que ce soit. Ben si tu es viable quand la reprise fait, ben, tu sais, c'est un temps de perdu. C'est sûr, c'est un temps de perdu. Tu as des clients qui, entre-temps, sont tombés en faillite. Entre-temps, il y a des clients qui sont plus là. Mais au niveau du plan de développement, tu peux quand même, tu sais, le reprendre, là, tu sais. OK. Je vais davantage adresser ma prochaine question plus sur le côté défis à relever et peut-être les accompagnements qui sont mis en place actuellement par les organismes publics de soutien aux entreprises. On voit beaucoup d'initiatives de financement, que ce soit public, que ce soit privé. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ce genre d'initiative-là que tu trouves pertinente pour justement mener à bien ton bateau, pour continuer, reprendre le plan de développement là où il redémarrera dans quelques mois, ou est-ce que tu vois, au contraire, ou en complément, d'autres initiatives qui devraient peut-être être développées et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des besoins pour pouvoir t'aider à relever tes défis qui seraient intéressants d'être mis en place? Oui, il y en a. Il y a deux types d'initiatives. D'un bord, il y a les initiatives gouvernementales, puis je mettrais vraiment séparément les initiatives de l'écosystème de start-up. Les initiatives de notre écosystème, surtout le MT Lab, dans notre cas à nous, c'est extraordinaire. On est super bien accompagnés, on est super bien outillés. Ils font du lobbying pour nous, on sait que ça avance. Par contre, justement, ils font du lobbying parce que du côté des mesures gouvernementales, on n'est pas admissible parce qu'on a eu une croissance, donc on n'est pas capable de prouver, par exemple, qu'on a une baisse de revenus, donc on ne peut pas avoir accès aux 75 etc., etc. Fait que nous autres, c'est sûr que ça nous break, ça nous arrête. C'est peut-être si je devais faire ma petite pub lobbying, c'est s'il vous plaît, faites quelque chose pour les startups, parce que nous autres, on avait accès vraiment à rien, OK? Là, il y a des nouveaux fonds qui se sont développés, là. Ouais, ben il faut voir les détails. Il faut voir les détails, comment ça marche. C'est ça, la plupart des nouveaux fonds ne sont pas très clairs encore, mais le 75 là, ça vient de finir de se clarifier. Donc, ça serait surtout ça, c'est de dire, pensez à faire une initiative start-up ou encore de débloquer des fonds pour des projets qui seraient des projets soit liés aux variations des besoins de la COVID, par exemple, toutes sortes de variations qui ne sont pas nécessairement sanitaires ou encore médicales. Il y a toutes sortes d'autres choses que les startups peuvent proposer, surtout reliées à la relance. Des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles façons de faire fonctionner les choses, des more clever way, là, dans le fond. Là. Ça serait surtout ça ma demande, je pense. On espère qu'elle sera entendue. J'aimerais revenir un petit peu sur un des sujets qu'on a abordé très brièvement, l'aspect innovation justement de My Smart Journey. Vous avez pris une journée pour accuser le coup et ensuite, go, on se remet en mode action et imagination. Vous avez été mentionné dans différents articles de presse dernièrement
notamment grâce aux tiges niaiseux. Ouais. Comment toi tu vois la suite des choses? Tu nous disais justement qu'il y avait plusieurs projets qui étaient en cours, qui étaient à venir, donc sans rentrer dans les détails évidemment, mais est-ce que on pourrait peut-être approfondir un peu le côté nouvelles avenues que vous aimeriez ou pourriez prendre, je ne vais pas dire grâce, mais malgré la situation actuelle? Oui, absolument. Ben, écoute, c'est sûr que nous autres, on avait des projets d'augmentation de notre catalogue là, dans les cartons qui sont encore pertinents, sur lesquels on pourrait travailler plus. Nous autres, il faut que tu saches, Émilie, que nous autres, notre Noël à nous, là, le moment où on vend le plus, c'est de la mi-mars à la mi-juin. OK? Yeah. Nos clients signent autour de cette période-là. On fait 75 de notre chiffre d'affaires vers cette période-là. Fait que là, pour nous autres, puis après ça, on a de l'argent pour un runway de 6 à 8 mois d'habitude. OK? À chaque année, c'est ça qui est arrivé. Là. On a un peu plus que 2 ans. Cette année-ci, on était bien enlignés pour ça. Puis là, ben, tous nos clients sont sur hold ou encore, bon, sauf quelques-uns qui ont quand même signé, mais la plupart attendent de voir ce qui va arriver. Dans cette logique-là, cet argent-là sert normalement pour faire la R&D. Donc, ma R&D est aussi arrêtée. Tu sais, j'ai pas d'aide financière, j'ai pas de, tu sais, ma R&D est sur pause. Moi, je peux continuer de la faire évoluer, mais tout ce qui est technique doit être accompli. OK? Par contre, des choses sont arrivées par rapport justement aux médias, comme tu disais, le petit jeu niaiseux, quand on a fait ça, on ne pensait pas avoir cette réception-là, en fait. On ne s'attendait pas à avoir autant de succès. Je pense que c'est cool. On a quand même montré une nouvelle sorte d'interactivité qu'on peut faire dans des jeux. Puis là, ben, c'est quelque chose qui est quand même basique, entre guillemets, c'est du papier. C'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est fait pour que ça soit facile à utiliser, pas trop gros. Toutes les mamans vont le dire, là, on a trop de jouets. Là, plus c'est petit, mieux c'est. Plus ça peut se transporter, mieux c'est. Donc, on a créé quelque chose qui avait de la durabilité. Et là, après ça, on a commencé à avoir des suggestions, des propositions de collaboration pour pouvoir faire d'autres versions du petit jeu niaiseux. On peut imaginer, nous autres, nos clients, c'était les musées. Fait qu'on peut facilement imaginer d'avoir un petit jeu niaiseux muséal qui est vraiment davantage pour présenter les collections, les artefacts, tout ça, toutes les choses qui sont cachées finalement dans les sous-sols des musées. On m'en a parlé aussi pour pouvoir faire plutôt voyager. Donc, on pourrait imaginer faire le tour de la Gaspésie depuis chez soi. Donc, une espèce de jeu. On pourrait rajouter aussi différents objets, que ce soit bon, on a plein d'idées, là, mais on a des idées, des tableaux blancs, des choses pour calculer le temps, ainsi de suite, là, pour en faire une sorte de cranium. On nous a contactés aussi pour faire des quêtes pour les fêtes. Par exemple, pour les anniversaires, on parle avec une super auteure jeunesse très connue, avec qui on peut faire une quête avec elle. Donc, pour Noël, on pourrait avoir une quête qui se vendrait de ça. Fait que c'est comme si on a ouvert la porte à tous les objets communicants. Donc, une des idées, ce serait d'aller voir Hallmark et de leur dire, ben, écoute, nous autres, on pourrait te faire des cartes communicantes, mais aussi des cartes. La prochaine étape, c'est de faire que moi, je peux enregistrer mon message dedans puis laisser un message à ma grand-mère. Donc, en vidéo. Alors qu'elle me voit. Je vais juste prendre la question. On vient de recevoir une question qui est très longue. Du coup, c'est écrit très petit. Bonjour Isabelle, les technologies médiatiques évoluent très vite. Comment abordez-vous le fait de vous tenir à jour dans la recherche et développement pour être toujours au devant des nouvelles tendances technoludiques? C'est une habitude à prendre. OK? C'est pas au bout du compte, ça prend des heures dans une semaine, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir de voir à quel point comment les autres dans le monde ont utilisé leur créativité pour réinventer des technologies ou encore créer des nouvelles technos. Fait que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Si on peut, on va essayer quand il y avait des événements, on allait dans des événements, des lieux, South by Southwest, des choses comme ça. Souvent aussi, ça va circuler sur le web, donc on s'inscrit à toute une série de newsletters. C'est comme ça qu'on va suivre l'évolution là, de la R&D, voir aussi où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui s'achète, qu'est-ce qui se fait. Faut pas oublier aussi qu'il y a les initiatives qui sont pointues, là, des démonstrations technologiques qui sont parfois super wow, super cool. Au Québec, on peut penser à toutes les Lumina, le Foresta Lumina, Nova Lumina, etc., qui sont partout au Québec. C'est des choses super cool, mais il y a aussi des choses qui sont faites au quotidien dans les entreprises ou encore qui sont faites en expérimentation, des jouets. Qu'est-ce que sont les jouets que les enfants achètent le plus ou quoi que ce soit? Ça vient nous inspirer sur qu'est-ce qui habite
l'univers des familles, parce que c'est beaucoup de notre clientèle et beaucoup de familles. Qu'est-ce qui les habite, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils sont habitués de faire, qu'est-ce qu'ils aiment jouer, c'est quoi qui les fait rire, même les histoires des personnages de BD, les personnages d'émissions de télé, ben c'est de quoi qu'ils parlent, c'est quoi les thématiques. Il y a eu un bout de temps la thématique vampire, pour pouvoir rester dans le fond dans les univers qui vont résonner chez les gens le plus possible. Donc, en fait, c'est une grande curiosité de manière à rester toujours sur le devant de la scène, mais surtout, même si c'est quelque chose qui, a priori, n'a pas forcément un impact direct sur ce que tu fais, t'en inspirer, rester à l'avant-garde. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ta réponse, justement, c'est que votre clientèle cible, c'est les familles. Donc, ce qui veut dire que là, le tweak que vous avez fait n'a pas été de changer de cible, mais de changer l'endroit où vous vous adressez à cette clientèle cible-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un lieu public qui ne vous appartient pas, c'est de toujours pouvoir livrer quelque chose, du contenu, de l'information, une expérience fun ailleurs, là où c'est accessible pour les familles aujourd'hui, en fait. C'est ça. Il faut dire, par exemple, le Petit Jeu Niaiseux, c'est notre premier produit qui est maison, dans le sens que c'est la première fois qu'on fait le contenu. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On a tous, notre équipe vient tous de dépasser où on a créé des contenus dans toutes sortes de contextes, en interactivité et tout, mais c'est la première fois où on faisait un contenu nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la base de notre offre chez My Smart Journée, c'est qu'on offre un système qui permet à n'importe qui de pouvoir transformer sa créativité en parcours technologique. Puis c'est vraiment sans aucun apprentissage. Donc, les clients, souvent, vont faire leur contenu eux-mêmes, vont eux-mêmes créer leur quête. Parfois, ils vont avoir des concepteurs externes. Parfois, on va référer des gens ou quoi que ce soit. Fait que traditionnellement, on ne fait pas nos contenus, Émilie. Okay. Par contre, on est habitué d'accompagner pour l'interactivité, de leur dire « Ah, ben vas-tu dans… » Tu sais pas entre le chat 1 puis 2, là, comment tu vas traiter cet aspect-là. Ben là, moi, je te recommande celui-là, tu le traites comme ça. Fait que là, on va venir faire des recommandations dues à cette veille-là. Mais tu sais, mais je vais rebondir dans ton sens, Émilie. C'est pas… Tu n'as pas besoin d'avoir une job à faire pour être curieux puis documenter. Je veux dire, je pense que les gens avec lesquels on s'entoure chez My Smart Journey, tous les gens qui travaillent chez nous, c'est des gens qui sont complètement curieux. Le genre de monde qui quand ils s'en vont prendre un verre d'eau au milieu de la nuit, tout d'un coup, pensent à quelque chose, puis ça leur démange trop, puis ils s'en vont googler pour pouvoir avoir la réponse. On a des gens extrêmement créatifs chez nous, puis ils s'informent de toutes sortes de choses, sur toutes sortes de sujets. Puis c'est juste un état d'esprit, c'est une habitude à prendre. Je ne sais pas si vous avez répondu, Stéphane. En tout cas. Personnellement, je trouve que c'est une bonne réponse. Puis je pense que c'est les ingrédients pas mal primordiaux à avoir justement pour être entrepreneur, puis pouvoir orienter son entreprise du mieux possible, surtout en période de tempête comme ça. Je vais revenir un petit peu sur la thématique sur laquelle on était avant la question. Je trouve ça hyper intéressant qu'en fait, à travers… Alors, je pense pas que c'est un test que vous avez fait avec le Petit Jeu Niaiseux. C'est une première création de contenu justement que vous avez fait à l'interne, mais de voir l'impact que ça peut avoir, c'est-à-dire de lancer une initiative pour se dire, OK, on essaye de faire quelque chose, puis on le fait en mode start-up, dans le sens on le fait petits morceaux, petites quantités, etc. Puis on voit ce que ça donne. Puis là, déjà, tu nous donnais 3, 4 idées déjà de contacts que vous avez eus. Est-ce que, justement, il y a d'autres choses? Parce que là, on parle de Petit Jeu Niaiseux, mais vous avez plein d'autres possibilités à côté. Est-ce qu'il y a d'autres contacts qui ont été initiés? On a testé quelque chose aussi parce qu'il y avait Pâques. Puis Pâques, normalement, on est en famille, puis on peut pas, tu sais, bon, puis il y a un peu moins de chocolat peut-être si les parents ont décidé de pas aller à la pharmacie, éviter un voyagement ou… Fait que les enfants, on s'est dit, on va faire une version de chasse aux œufs pour Pâques. Fait qu'on a repris les mêmes petits personnages, sauf que pendant 3 jours, les contenus ont changé, puis on a eu 75 contenus de Pâques qui ont changé. Puis là, on est en train de se dire, on va le faire pour peut-être, la fête du Québec / du Canada, donc toutes sortes de capsules historiques, de culture populaire québécoise, dans le fond. Mais c'est ça que je trouve énorme, tu vois, parce que on a aussi reçu Jonathan Rouxel, donc de Prologue AI, qui a fait une première initiative avec une carte interactive. Puis 3 jours après, je pense, il y a le panier bleu qui est sorti. Je fais what? Ça, ils viennent de sortir une carte interactive. Puis là, maintenant, il y a un site web qui vient les remplacer. Non, il vient pas le remplacer.
hop, on repivote une nouvelle fois, on s'adapte à l'ensemble du Québec, on met un layer d'information. Et là, en fait, c'est exactement la même chose avec vous, dans le sens où vous avez une idée, vous le lancez, puis là, vous dites, ah, mais c'est que c'est Pâques, ok, go, on recommence, on fait d'autres affaires. Donc, vous êtes tout le temps, en fait, dans une roue de créativité et d'innovation. Est-ce que ça vient… de validation avec des vraies personnes. C'est important, vous, là. Il ne faut pas spinner dans notre tête. Hein? Est-ce que ça vient d'une culture, justement, d'entreprise que tu as développée dès le départ? Je pense que oui. Je pense que ça vient du fait que, ouais, c'est une culture à base, c'est une décision. C'est une volonté affirmée. Là. Oui, oui. Par exemple, chez nous, même les stagiaires, s'ils disent « j'ai une idée », puis qu'elle se tient debout, on leur permet de la tester. Okay. On les invite à le faire directement. Parce qu'une idée, ça ne vaut rien si tu ne l'as pas exécutée et qu'il n'y a pas d'adaptation avec ton public cible. Fait qu'on essaye toujours de faire aussi, tu sais, comme le petit jeu niaiseux, on ne l'a pas donné, on l'a vendu. On veut être sûr, tu sais, puis il y a des gens qui continuent de l'acheter présentement. Il y en a qui s'en vendent à tous les jours. Vous êtes rendu à combien de ventes, là? Un petit peu, écoute, j'ai pas vérifié depuis avant, je vérifiais 3 fois par jour, puis à un moment donné, mon partenaire qui le vendait, il était comme, je pense que tu pourrais me le demander moins souvent. Mais non, il était fin, là, mais il comprenait, mais là, je lui demande moins souvent. Je pense que vers la fin de la semaine dernière, on était presque rendu à 130, 140. Okay. Savoir que personne ne nous connaissait avant. Fait qu'on en vend une dizaine par jour, grosso modo, là. Tu peux plus ou moins une dizaine par jour. Quelque chose qui n'existait pas du tout, d'une compagnie qui n'était pas connue du grand public, vous arrivez quand même à atteindre ce genre de chiffres. Oui, oui. La validation, justement, auprès du public cible, connaissant justement le milieu startup, très souvent, c'est ici que le bas va blesser parce que on a une idée en tant qu'entrepreneur dans notre tête, mais on ne va pas la valider. Comment… dans cette période-là, en 5 jours, j'insiste sur le 5 jours parce que je trouve ça quand même assez génial, vous avez réussi à le penser, le designer grosso modo pour au moins le tester. Vous l'avez testé de quelle manière? Comment on s'y prend? Quels conseils justement tu pourrais peut-être donner aux autres entrepreneurs qui sont dans une situation peut-être similaire mais qui n'ont pas encore trouvé vraiment la switch pour réussir à se débloquer? C'est une bonne question. Le secret, c'est le prototype. Prototyper. Il n'y a pas mieux que ça. Fait que dans le fond, les premières versions… Ah, c'est dommage, je ne les ai pas ici. Ah, j'en ai-tu ici? On en avait des versions là, au départ. Voilà, regarde. On avait des versions carrément papier, là, basiques. On n'est pas obligé d'ouvrir un moule à 50 000 $ chez un manufacturier chinois pour faire du prototypage. Moi, j'ai toujours tendance à dire, si tu es capable de faire l'interactivité basique sur papier, si les gens ont envie, par exemple, de remplir un babillard avec des petites annonces, ben là, sur ton intranet, ça sert d'avoir un espace petites annonces. À un moment donné, on ne peut pas changer qui on est. Donc, tester en fonction de qui sont les gens et non pas de qui vous aimeriez qu'ils soient. Donc, vraiment, vous adaptez à ce que les gens demandent, ce qui leur fait plaisir, ce qui vraiment ils sont naturellement. Jamais créer une courbe d'apprentissage pour décider de vous donner de l'argent. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que c'est à vous de faire le chemin vers les gens. Il ne faut pas que ça soit difficile. Ça m'amène justement à une autre question. Une des possibilités qui a été justement, une des raisons plutôt de comment vous avez réussi à vous retourner aussi rapidement, c'est parce que tu m'expliquais aussi que justement, il n'y a pas de courbe d'apprentissage dans les services et produits que vous proposez pour les entreprises. Mais du coup, ce côté simplification-là, avec un UX très simple, a fait en sorte que vous avez pu utiliser ce UX très simple-là pour créer quelque chose de nouveau parce qu'il y avait une certaine facilité d'exécution derrière. Absolument. On n'aurait jamais pu faire le petit jeu niaiseux si notre propre plateforme n'était pas facile à utiliser. Puis là, il faut que vous sachiez que dans l'équipe, les gens qui ont fait ça, entre autres, il y a Olivia qui a fait beaucoup de contenu. Olivia avait jamais utilisé tant que ça la plateforme, pas beaucoup, à part pour un peu dépanner les clients, mais de là à faire une expérience, elle avait fait ça. Puis le fait qu'elle arrive à développer ça, puis elle-même faire tous ces contenus-là, c'est parce que la plateforme pouvait soutenir son imaginaire sans qu'elle ait jamais à s'adapter. Donc, c'est la plateforme qui a été créée pour s'adapter à comment on pense quand on construit une idée.
comment on pense qu'on veut déployer dans un lieu physique, comment on pense quand est-ce qu'on est un visiteur, puis que, je sais pas, là, tu sais, on est fatigué, il pleut, on a mal aux pieds, puis on veut quand même consulter du contenu, comment qu'on est, dans quel contexte, comment on scanne. Donc, on s'intéresse à toujours s'adapter. Fait qu'il y a un principe d'expérience utilisateur, mais vraiment dans une logique de rendre service, de vraiment être super simple, éliminer en marketing ce qu'on appelle le point de friction. Donc, notre plateforme pour nous-mêmes, tu sais, des fois, tu as des startups qui connaissent super bien leur plateforme, c'est facile pour eux de l'utiliser. C'est pas pour ça. Dans ma propre équipe, c'est pas tout le monde qui était habitué à mettre des contenus, puis on a pu le faire rapidement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des musées qui, normalement, faire une expérience, mettre en place une expérience interactive, ça leur prend des mois, voire une année. Bien, c'est arrivé 2-3 fois que le musée, ça a pris 3 semaines. Puis c'est comme ça. Fait que ça ouvre la porte à avoir, à tout d'un coup, quand tu as une imaginaire, tu as quelque chose qui te tente, comme là, nous autres, on a dit, on va faire de quoi pour Pâques. Ça a pris une soirée et demie, puis on l'a fait, là. C'est tout. Tu sais, je veux dire, ça nous a pris, puis on l'a fait. Donc, ça permet de faire ça chez mes clients aussi. Ils disent, hey, on a eu une idée, puis on a rajouté 3 bornes. On a rajouté 3 bornes interactives, on a eu une idée, là, puis on a fait ça une journée. Donc, c'est surtout cette espèce de possibilité-là, mais qui est basée sur une culture, comme tu dis. Fait que souvent, quand on va accompagner nos clients, c'est beaucoup plus pour les rassurer sur le fait que ce qu'ils ont dans leur tête est possible que sur le fait de leur montrer quoi que ce soit, comment ça marche ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où ils ont cliqué, ben là, ils savent quoi faire. Fait que ça fait qu'il y en a qui m'appellent. Tu sais, un autre exemple, tu sais, quand on a changé le contenu pour Pâques, ben il y en a qui m'ont dit, hey, ben dans le fond, est-ce qu'on pourrait faire que, mettons, on a des livres, ça, c'est tous des livres, puis ça, c'est, je sais pas, là, ça, c'est du drame, ça, c'est du suspense, ça, c'est de l'horreur. Puis tous les jours, j'ai un extrait d'un livre pour avoir un libraire à la maison. Puis tous les jours, promotionnellement, j'ai un contenu, un changement de contenu, mais c'est dans une relation, les gens ont une relation physique avec. Puis j'étais comme, ben oui, on peut faire ça, puis ça pourrait avoir une super belle couverture, puis peut-être que ça pourrait aller vers du livre électronique, mais qui est physicalisé finalement. Donc, c'est cette espèce d'ouverture-là, mais cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai. C'est les gens, quand ils touchent, quand ils manipulent ce qui est possible, ça ouvre leur esprit. Donc, on a vraiment la valeur d'autonomiser nos clients, puis ils font des choses avec notre techno qu'on n'avait jamais prévues. Fait que des fois, à la rencontre annuelle avec les clients, par exemple, Rivière-du-Loup, ils ont 30 bornes dispersées dans l'espace de toute la ville, tout ça. C'est magnifique, ça prend vraiment son sens. Puis quand on a eu la rencontre, ben, c'est là où ils nous ont expliqué tous les contenus qu'ils ont créés. Et je me suis dit, mais mon Dieu, je ne savais même pas que vous aviez eu ces idées-là, puis ils ont rajouté des 360, de la réalité augmentée, des visites 3D, etc. Puis, ben, tu sais, on n'a rien fait, nous autres, on a juste comme supporté leur imaginaire. Donc, c'est ce que je dirais à tout le monde, c'est là, vous êtes confinés, vous lisez des choses, vous êtes inspirés, c'est le temps de juste commencer à sketcher. Puis si vous le sketchez, puis ça marche en papier avec vos enfants, puis vous donnez les papiers à la voisine, puis ça marche aussi chez elle, ben il y a des chances que ça marche quand est-ce que vous allez faire une techno évoluée avec ça. Ben, écoute, c'est très bien justement que tu termines la réponse de cette manière-là. Ça m'amène à ma dernière question. En général, j'aime bien terminer mes entrevues sur une note un peu plus positive. Selon Isabelle Lopez, de quoi demain sera fait? Ça soit en entreprise, je compte, pendant ce temps-là, tu peux continuer de réfléchir, que ça soit en entreprise, dans l'économie en général, dans le milieu du tourisme, je vois que là, tu as plein d'idées, de suggestions, d'opportunités devant toi, mais c'est quoi justement peut-être toi dans ton imaginaire, ce que tu aimerais? Il me semble que j'avais vu dernièrement sur Internet que tu disais peut-être si on pouvait ne pas retourner dans un environnement aussi pollué qu'on l'avait avant la crise. Mmh. Est-ce que justement il y a des choses comme ça qui pour toi demain devraient être faites? Ben, les grands enjeux de société transparaissent davantage. Là, je veux dire, l'aide aux moins nantis, justement l'environnement, tout ça, c'est des grands enjeux sur lesquels ma compagnie n'agit pas beaucoup. Là, on n'a pas beaucoup d'impact là-dessus. On a un petit côté pseudo-vert parce que toutes nos affiches sont réutilisables, mais malheureusement, on ne touchera pas à ces grands enjeux-là au niveau de notre business. Mais je pense que il y a des grands changements qui s'en viennent. Par exemple, on peut imaginer un passeport sanitaire. Donc, l'idée, là, présentement, ils vivent dans la reprise en Chine. Les gens doivent prouver qu'ils sont en santé pour pouvoir accéder à des lieux. Je ne crois pas que ça va nous quitter tant que ça. Je pense que là, le Bienvenue à Gattaca, le film, là, devient de plus en plus près.
il va avoir toutes sortes d'avantages d'être considéré comme, d'avoir le feu vert, mais, tu sais, Black Mirror, il y avait des trucs là, avec des étoiles, là, tout ça, là, qui disaient, bon, ben, t'avais pas assez d'étoiles, fait que là, tout d'un coup, tu fais plus louer un appartement, et ainsi de suite. Il y a un principe de ça, quand même, qui s'enclenche, qu'il faut quand même surveiller de près. Mais c'est aussi le début aussi de l'informatisation dans toutes les sphères de la vie des gens. Là, les gens, pour avoir des relations avec leur propre famille, ils utilisent la vidéoconférence. Ça crée un changement profond dans qui ils sont, dans leur perception de ce qui peut être fait virtuellement, puis dans leur façon dont ils bâtissent les relations. Le virtuel, le fait qu'il y ait une fonctionnalité, tu sais, par exemple, Émilie, je veux plus te parler, j'ai juste à fermer mon ordinateur. Tu sais, j'ai pas besoin d'être poli pour essayer de terminer la conversation. Je sais. Et là, par exemple, tu vois, je sais très bien que ma mère est en train de regarder le live en ce moment. Du coup, je ne vais pas dire l'exemple qu'à chaque fois, je dis que j'ai plus de batterie. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine facilité avec le côté. Tu peux avoir 4 conversations super intenses et intimes en même temps, en parallèle, qui sont en one-to-one, en concomitance ou quoi que ce soit. Ça fait que ça modifie notre cerveau. Fait qu'il y a un livre qui s'appelle de Nicolas Carr qui dit comment notre cerveau a été transformé. Puis c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Fait qu'il faut comprendre que là, tout le monde est en train de revoir sa façon dont il interagit avec le monde, puis la façon dont il prend action dans le monde et comment la physicalisation est importante pour eux, mais aussi l'utilisation du virtuel. Cette espèce de connexion-là des deux va devenir beaucoup plus évidente pour la Terre entière. En fait, c'est comme un grand cours de numérisation en accéléré. Et je crois que ça va rester. Fait que des gens comme nous qui ont cette espèce d'expertise-là de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque tu utilises le numérique dans un contexte physique va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, je m'inquiète pas pour le futur. Fait que si tu parlais d'une note positive, on s'inquiète pas pour le futur. On souhaite cependant que la planète, les gens, les dirigeants, les gens puissants de ce monde aient l'éthique d'utiliser justement cette nouvelle possibilité-là, ce nouveau blueprint-là qu'on va donner à chaque humain de dire « je suis sain, je peux accéder », ben que ça se fasse, bien sûr, sans que ça vienne détruire les moins nantis et puis finalement créer une économie davantage par palier. Ça serait ramener les castes indiennes, mais version réputation gouvernementale. Là, Écoute, merci beaucoup Isabelle pour cet échange qui a été vraiment très intéressant, riche, instructif, que je vais essayer de résumer. Donc, on a parlé que la crise vous a amené à pouvoir saisir des opportunités en créant des expériences dans les maisons, que vous avez utilisé justement ce temps pour canaliser votre énergie en créant une sorte de hackathon interne de manière à pouvoir trouver de nouvelles idées par rapport à ce que vous aviez déjà, structurer vos processus pour de l'international. Ça, c'est un conseil justement que tu donnes, c'est que si tes processus sont déjà pas si bien structurés, à l'international, ça va se voir encore plus. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer de penser à l'international, mais il faut vraiment avoir à l'idée de la structure de ces processus. Le plus gros point, je pense, sur lequel tu as insisté, c'est le test et de prototyper. Tu l'as dit 3 fois, donc moi aussi, je le répète 3 fois. Et s'adapter à ce que les gens demandent, c'est-à-dire aller vers le test utilisateur, être à l'écoute et s'adapter encore et toujours. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce partage. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter et pour vous donner la parole en tant qu'acteur dans notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous reviendrons jeudi prochain pour continuer la thématique, la technologie au service des familles et des enfants pendant le Covid-19. Au programme, comme toujours, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Ouattaré de Mazam, une entreprise qui a développé une application éducative sur l'éveil musical des plus petits. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, avis ou suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil quand il y en a. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais c'est important pour le moral. Je vous retrouve jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.